Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi 4 mai 2026 et notre cher ami, notre frère. Qu'est-ce qui s'est passé avec le 1er mai, hein? On est déjà le 4 mai, Seigneur. Content Antwoswi. Oui, vous m'avez forcé à venir ici. Je suis là contre ma volonté. À l'aide. Je suis pris en otage, parce que vous faites partie du Stradivarius en ce moment, entre les mains des Iraniens. Moi, je fais mon propre blocus. Larry, commençons par ce qu'a rapporté Reuters. On sait qu'hier, Donald Trump, hier soir d'ailleurs, a annoncé le projet Freedom. Il a déclaré qu'il allait escorter les navires pour leur permettre de traverser le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, on a appris par Reuters que l'Iran a tiré 2 missiles antibalistiques en guise d'avertissement contre l'USS Canberra, le LCS-30, dans le golfe Persique. C'était ce matin. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le détroit d'Ormuz, Larry? What is happening in the Strait of Hormuz, Larry? L'Iran a tout fermé et les États-Unis essaient de voir s'ils peuvent rouvrir, mais en réalité, ils ne peuvent pas. Pourtant, c'est ce qu'ils disent. Je regarde une photo de l'USS Canberra. Oui, c'est indiqué comme un croiseur lourd ou un croiseur lance-missiles guidé. C'est une sorte de destroyer. C'est un peu plus petit qu'un destroyer, mais ça en est un quand même. Alors, ce type de croiseur lance-missiles, normalement, il fait partie d'un groupe aéronaval autour d'un porte-avions. Là, il faut regarder la configuration du pont avec ses systèmes de lancement vertical. Ce sont comme des tubes intégrés dans le pont du navire. Ces tubes doivent être chargés à l'avance. Avant que le navire quitte Norfolk, ou peu importe d'où il est parti, ils ont chargé les missiles à bord. Et à ce moment-là, ils ont dû faire un choix. Est-ce qu'on charge des missiles offensifs ou des missiles défensifs? Est-ce qu'on charge des missiles comme un Tomahawk ou plutôt quelque chose du type PAC-3? C'est un autre modèle, mais ça reste un missile de défense aérienne. Donc, c'est pas comme s'ils étaient partis en mer et qu'hier, tout à coup, ils s'étaient dit « Tiens, on va les équiper de missiles offensifs. » Non, ça doit être préparé à l'avance. C'est ce que je veux dire quand on considère que s'ils envoient ce genre de navire dans le détroit d'Ormuz, équipés de roquettes ou de missiles à vocation offensive, c'est que tout ça a été planifié. Ce n'est pas une décision de dernière minute, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont improvisé. Ils ont prévu cette opération depuis un moment. Et je pense que cette distinction est importante. Oui. L'autre événement aujourd'hui, c'était l'attaque. Une sorte d'attaque contre un navire sud-coréen. Je ne sais pas exactement où c'était. Il semble que ce soit arrivé dans l'un des ports des Émirats arabes unis et qu'ils voulaient y faire quelque chose. Vous parlez du pétrolier? Il s'appelait ENCO ou quelque chose comme ça. Oui, ils appellent ça, c'est une entreprise sud-coréenne, HMM. Ça s'appelle HMM. Et la société elle-même a publié un communiqué disant qu'un incendie s'était déclaré sur un cargo appartenant à une compagnie maritime coréenne. Il précise qu'on ne sait pas encore si le feu a été provoqué par une attaque ou s'il s'agit d'un incendie interne. Mais d'autres rapports indiquent qu'il s'agirait d'une attaque, peut-être par des drones ou des missiles. Et voilà la réalité. Voici ce que les gardiens de la Révolution ont publié aujourd'hui. En gros, ils parlent du blocus, de cette zone où le blocus du détroit d'Ormuz est en cours. Vous savez, le régime, le nouveau mécanisme défini par les Iraniens. Ça va jusque-là, vous voyez? Regardez du côté droit, la ligne, cette ligne jaune à droite. Elle va jusqu'à Fujairah, vous savez, l'un des ports importants des Émirats arabes unis pour l'exportation de pétrole. Et pas seulement Fujairah, il y a aussi Khor Fakkan, 2 points essentiels pour les exportations des Émirats.
Il semble que l'Iran contrôle toute la zone. Et ce navire sud-coréen se trouvait justement dans cette région, près des Émirats. Et c'est pour ça qu'il a été touché, parce qu'il franchissait d'une certaine manière les lignes rouges définies par le nouveau mécanisme dans le détroit d'Ormuz. Oui, oui. Non, mais là, clairement, l'Iran défie les États-Unis. Et les États-Unis, eux, n'ont pas de plan. Ou alors, s'ils en ont un, je doute vraiment qu'ils puissent, disons-le franchement, il n'y a pas de plan qui tienne la route. Parce que, quand on dit rouvrir le détroit d'Ormuz, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que des navires puissent le traverser sans craindre d'être touchés ou détruits par un missile. D'accord. Donc, pour ça, il faudrait éliminer la capacité de l'Iran à poser des mines, à utiliser des drones sous-marins, des mini-sous-marins avec des torpilles, des drones de surface, des vedettes rapides armées de missiles, des drones aériens, des missiles de croisière côtiers et aussi des missiles balistiques, qu'ils soient de courte ou de moyenne portée. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un système de défense à plusieurs niveaux pour protéger ce détroit. Et pour le neutraliser, pour être sûr qu'il ne puisse pas tirer un missile contre vous, il faudrait pénétrer au moins à 240 km à l'intérieur de l'Iran, jusque dans des grottes et des villes souterraines d'où ils peuvent lancer ces missiles. Donc, oui, il n'y a pas de solution simple à ça. Et c'est pour ça que quand Trump dit « on va envoyer la marine pour ouvrir le passage », on se demande bien ce que la marine pourrait faire, à part offrir une énorme cible bien visible pour les Iraniens. Oui. Tu sais, après les nouvelles tensions d'aujourd'hui, Larry, les États-Unis annoncent en ce moment que les règles d'engagement de leurs forces dans la région changent. Elles leur permettent désormais de frapper immédiatement toute menace contre les navires qui traversent le détroit, comme les vedettes rapides des gardiens de la Révolution ou les positions de missiles iraniennes. Et ça, c'est nouveau. Est-ce que tu considères que c'est une nouvelle escalade? Est-ce qu'on est en train d'y arriver, petit à petit? Oui, enfin, c'est un peu une manœuvre de Trump. Vous savez, vendredi, il a déclaré que, eh bien, la fin des hostilités, qu'on avait gagné la guerre en affirmant que ce n'était pas juste une pause, mais une victoire. C'était l'opération Epic Fury. Ça, c'est terminé. Mais maintenant, on a cette nouvelle opération, Project Freedom. Ça, c'est tout récent. Donc, vous voyez, changer simplement le nom ne change pas forcément ce que toutes les forces militaires sont censées faire sur place. Il faut réfléchir concrètement. À moins que les États-Unis ne coordonnent à l'avance le déplacement des navires actuellement bloqués dans le golfe Persique, il sera difficile d'intervenir rapidement sur zone. Imaginons qu'ils soient stationnés à la base aérienne d'Al-Dhafra, au sud de Dubaï, et qu'un appel arrive signalant que l'Iran est en train de monter à bord d'un navire, d'un pétrolier juste au nord du détroit d'Ormuz. Donc, il faut faire décoller les avions, aller sur place, repérer la position. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? S'ils montent à bord d'un navire, on ne va pas bombarder le navire, parce que ce serait faire le travail des Iraniens en quelque sorte. En réalité, l'Iran ne cherche pas à détruire le navire. Ils veulent simplement en prendre le contrôle avec sa cargaison ou son équipage. Donc, dans la pratique, ce sera très difficile pour les États-Unis d'être vraiment efficaces, même face aux vedettes iraniennes, à moins d'avoir en permanence un drone qui patrouille au-dessus. Mais, d'après ce que je comprends, l'Iran dispose maintenant de contre-mesures assez performantes, capables d'abattre ce genre d'appareil. Donc, opérer à seulement une douzaine, voire une trentaine de milles des côtes iraniennes, ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux États-Unis. Les autres rapports
Larry, montent plusieurs avions ravitailleurs de l'armée de l'air américaine. On les voit au-dessus du golfe Persique et du golfe d'Oman, en train de ravitailler des chasseurs américains pour faire respecter les nouvelles règles d'engagement, comme on l'a mentionné. Qu'est-ce que ça veut dire, Larry? Et jusqu'où peuvent-ils aller dans ce cadre-là? Je dirais que s'ils survolent les pays du CCG, puisque ça fait partie du conflit, alors là encore, on va se retrouver pris à revers. Et ils risquent de frapper des cibles dans ces pays, parce qu'ils utilisent l'espace aérien des États du CCG. S'ils passent au-dessus du golfe Persique, près du détroit d'Ormuz, ils vont entrer dans une zone beaucoup plus dangereuse pour ces avions de chasse. Comment ça va se passer pour eux dans ce cas-là? Eh bien, je veux dire, c'est ça qu'ils doivent garder en tête. Est-ce qu'ils essayent maintenant de faire monter la tension tout de suite jusqu'à un affrontement direct? D'après ce que j'ai entendu, ils vont probablement attendre un peu, peut-être plus tard dans la semaine. Le choix le plus malin pour Trump, s'il veut éviter de perturber les marchés, ce serait d'attendre vendredi après-midi, vers 16h30. Ce qui ferait, voyons, environ 1h du matin à Téhéran pour commencer à lancer de nouvelles attaques. Je pense que tout ça va finir par de nouvelles frappes aériennes. Même si apparemment l'amiral Brad Cooper en privé aurait déconseillé cette option, je crois que c'est quand même ce que Trump va finir par faire. Donc, à mon avis, il y a de fortes chances que ça redevienne une opération militaire active. Mon ami Ray McGovern, lui, espérait que l'avertissement de Poutine, adressé la semaine dernière à la fois à Israël et aux États-Unis, aurait un effet dissuasif pour les empêcher de reprendre les hostilités. Mais franchement, je ne pense pas que Trump et Bibi vont écouter. Et donc oui, je crois que le risque d'escalade est bien réel. Il y a deux choses, Larry. La première, c'est la communication dont tu parlais entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et la deuxième, c'est que Donald Trump veut aller en Chine. Il veut montrer une certaine forme de puissance une fois sur place. Il a quelques cartes en main pour négocier avec Xi Jinping. Mais le problème, c'est que Xi Jinping, je ne sais pas si tu as vu la dernière décision prise par la Chine, ça concerne les raffineries qui travaillent avec l'Iran. Le gouvernement chinois a dit « On vous soutient. Allez-y, continuez votre travail. Les sanctions ne vous toucheront pas parce qu'on est derrière vous. » C'est nouveau, tu sais, c'est important, c'est audacieux et personne n'en parle. Oui, non. C'est la Chine a été très claire. Ils ont dit aux États-Unis « Fichez-nous la paix. En gros, vous n'allez pas nous dire quoi faire. On ne vous écoute pas. » Je doute que Trump fasse ce voyage en Chine. En fait, Xi Jinping aussi, j'en revenais pas quand je l'ai entendu, mais apparemment, la Chine interdirait toute réception d'expéditions passant par le canal de Panama parce que les États-Unis ont viré les entreprises chinoises qui le géraient. Alors, la raison pour laquelle j'ai entendu ça, et je veux encore vérifier si c'est vrai, c'est que beaucoup de marchandises vendues depuis la zone franche de Cologne viennent de Chine. Donc la question c'est, comment ces marchandises vont-elles arriver dans la zone franche de Cologne? Et beaucoup de ces produits sont vendus en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. C'est pour ça, à partir de là, que je me demande si ce rapport est vraiment exact. Oui, on dirait, Larry, que l'autre pétrolier a été attaqué près des Émirats arabes unis. C'est ce qu'a rapporté le gouvernement, plus précisément le ministère des Affaires étrangères des Émirats. Ils indiquent que le navire appartenant à la société Emirati ADNOC, près du détroit d'Ormuz, a été visé par 2 drones. Manix était vide. Oui, parce que dans ce rapport que je lis, ils n'en parlent pas. Et peut-être que toi, tu sais mieux, parce que ce n'était pas mentionné là-dedans.
L'autre chose, Larry, si tu regardes à la surface, ce pétrolier qui a été saisi par les États-Unis, sous le contrôle des États-Unis, eh bien, ils sont en train de le renvoyer en Iran. L'équipage est déjà rentré en Iran, et les États-Unis ont envoyé ce pétrolier au Pakistan, puis il est allé en Iran. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils les emmènent au Pakistan, à Diego Garcia ou ailleurs. Encore une fois, toute cette histoire de blocus, c'est un peu un mythe. Parce que si vous voulez arrêter un navire, monter à bord et en gros le saisir, la procédure standard de la marine américaine, c'est de placer à bord un équipage de prise, un équipage chargé de faire naviguer ce navire et d'envoyer un autre bâtiment américain pour l'accompagner. Très bien. Alors, combien de navires sont sortis du Golfe Persique depuis le 15 avril? Au moins 150 venant d'Iran. Non? Bon, faites le calcul. Est-ce que les États-Unis ont 150 navires déployés dans le Golfe Persique, la mer d'Arabie ou le Golfe d'Oman pour intercepter tout ça? Non. Bien sûr que non. Ils n'en ont qu'une petite partie. Donc, il n'y a aucun moyen pour eux de faire un vrai blocus, comme ils en parlent. Ce qu'ils font en réalité, c'est plutôt ce que j'appellerais un blocus symbolique. Il existe sur le papier, c'est tout. Ils peuvent arrêter 2 ou 3 navires, mais ça ne change rien, parce que les États-Unis n'ont tout simplement pas assez de bâtiments. Et si, disons, on veut utiliser un destroyer ou un croiseur pour intercepter un navire, eh bien, ces destroyers-là font partie des groupes aéronavals. Ils assurent la défense aérienne. Si on les retire, le porte-avions n'a plus de protection. Donc, comme je l'ai dit, tout ça n'a pas été vraiment réfléchi. Ou alors, ils n'ont pas prévu les moyens nécessaires pour mettre un tel plan en œuvre. Oui, je pense que l'autre élément qui montre, d'une certaine façon que tu as raison, c'est ce nouveau rapport sur le pétrolier iranien transportant du gaz liquéfié qui est sous sanction et qui aurait traversé le blocus de la marine américaine. Il part d'Assalouillet. Tu te souviens, ce site pétrolier de South Pars qui avait été visé pendant la guerre? Et près de cette installation, il y a un nouveau navire qui s'y rend, qui passe par le détroit d'Ormuz, sort du côté d'Oman et se dirige vers... Je ne sais pas vraiment quelle est la destination de ce pétrolier, mais il semble qu'il ait réussi à franchir le blocus. Je ne sais pas si les États-Unis le permettent volontairement, peut-être à cause du marché, ou s'ils ne savent tout simplement pas comment réagir, ou bien s'ils n'ont pas les moyens de tout contrôler. Non, ils n'ont pas la capacité de le contrôler. Parce que regardez, ce navire, quand il est sorti du port iranien, je suis sûr qu'il a navigué à environ 12 000 au large. Et au fur et à mesure qu'il avançait, il est resté à peu près à 12 000 des côtes, jusqu'à atteindre l'océan Indien, ou peut-être l'autre côté du golfe d'Oman. Mais je pense qu'il se dirige vers l'océan Indien. Les navires américains, eux, ne vont pas s'approcher à moins de 200 000 des côtes iraniennes. S'ils s'avancent à 180, 150 000, ils se retrouvent alors à portée des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones iraniens. Donc ils ne vont pas le faire. C'est trop risqué. Et c'est bien ça le fond du problème. Les États-Unis ne sont pas prêts à prendre le risque de perdre autant de navires. Mais en même temps, ce n'est pas comme si on avait tant de choses à perdre au départ. Le point soulevé par l'Iran, et Larry, si tu regardes les médias iraniens, c'est qu'ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Ils ne voient aucun véritable cessez-le-feu. Pour eux, les États-Unis ont simplement marqué une sorte de pause. Comme ils le disent, c'est une pause, pas un cessez-le-feu. Parce que depuis, il n'y a pas eu de cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Il n'y en a pas eu non plus entre l'Iran et les États-Unis, avec le blocus et les attaques. On a eu en revanche plusieurs frappes, des frappes américaines contre des navires iraniens, et l'Iran a répliqué.
Alors, dans quelle situation est-ce qu'on se trouve exactement, si tu devais la définir? What is the situation we're in if you were to define it? Well, we're in it's like On est un peu eye comme of dans a l'œil d'un ouragan. okay? Vous voyez? L'ouragan, les vents violents, la pluie battante. Mais l'œil passe. On a un moment de calme, mais ça va pas durer, parce que l'arrière de l'ouragan arrive, et c'est encore pire. Et c'est exactement ce qui est en train de se préparer. Israël, en ce moment, essaye de comprendre ce qu'il veut vraiment faire au Liban, et le gouvernement sioniste est complètement hors de contrôle. Alors, si maintenant ils essayent d'élargir la guerre et de recommencer à bombarder l'Iran, l'Iran va répliquer et frapper Israël de plein fouet, et ce sera grave. Les Israéliens devront à nouveau vivre dans des abris comme ils l'ont fait pendant 5 semaines. Israël a été très prudent pour cacher l'ampleur des dégâts subis pendant ces 5 semaines, mais il faut bien se dire que c'était bien pire que tout ce qu'ils ont connu pendant la guerre de 12 jours. Far worse than anything they experienced during the 12-day war. And during the 12-day war, there were significant damage done to a variety. Et pendant la guerre de 12 jours, il y a eu d'importants dégâts sur de nombreuses installations, militaires, industrielles, scientifiques, et ainsi de suite. Donc, vous savez, je pense que ça va repartir. Et peut-être que la seule chose qui pourrait l'arrêter, ce serait un effondrement économique mondial, parce que je crois que c'est ce qui nous attend. Le 28 février, en gros, a allumé la mèche d'une bombe. Et cette mèche brûle, brûle, brûle encore, jusqu'à ce qu'elle arrive au bout, et là, elle explose. Et ça arrive de façon assez soudaine. Et je pense que c'est exactement ce qu'on va voir. On va commencer à le constater sur le marché du pétrole. Le marché pétrolier se resserre à nouveau, malgré les efforts de Trump pour dire que tout va bien, qu'on a la paix. Et, vous savez, je regardais, le Brent était monté à 111, 112. Donc, vous voyez, ça commence à avoir un effet en cascade, parce que ça fait grimper les prix de tout le reste. This starts having a cascading effect because it raises the prices on everything. Larry, do you see the possibility of having a new Larry, est-ce que tu vois la possibilité d'une nouvelle opération sous faux drapeau? Parce qu'Israël, d'une certaine manière, a vraiment envie de poursuivre cette guerre. Mais ils ne veulent pas, à mon avis, la mener contre l'Iran. Ils veulent que les États-Unis y aillent et affrontent l'Iran à leur place. Et voici ce que Naftali Bennett a dit à propos de la possibilité d'un nouveau 11 septembre aux États-Unis. Voilà ce qu'il a dit. La réalité, c'est qu'Israël est une démocratie, le meilleur allié que l'Amérique puisse avoir. Et l'OTAN n'aide pas. Imaginez un instant qu'on n'existe pas, d'accord? Et que le Moyen-Orient soit en train de pourrir avec des djihadistes, des types d'Al-Qaïda, de Daesh et du Hezbollah. On sait très bien ce qui se passerait. Ils frapperaient les tours jumelles le 11 septembre. Vous étiez à New York quand c'est arrivé. Moi, j'étais à Manhattan à ce moment-là. J'ai vu ces immeubles en feu. Voilà ce qui arrive quand on dit que le Moyen-Orient, ce n'est pas notre problème, qu'on s'en fiche. The Middle East isn't our problem, we don't care. The radical Islamists. Alors, les islamistes radicaux viendront vers le Grand Satan, vers Manhattan, vers la Californie, vers l'Amérique, mais cette fois avec des missiles balistiques nucléaires. Et grâce à Israël, il n'est pas nécessaire d'envoyer des centaines de milliers de soldats sur le terrain, parce que nous, les Israéliens, nous sommes déjà 10 millions de bottes au sol, toujours là. Ce porte-avions qu'on appelle Israël ne partira nulle part. Nous sommes là pour rester. Nous ne demandons pas et nous n'avons jamais demandé à l'Amérique de se battre à notre place. En ce moment même, nous combattons ensemble dans les airs. Nous pouvons nous défendre, mais nous avons besoin de l'Amérique pour nous soutenir. C'est incroyable, le niveau de mensonge qu'il répand. Well, number one, he ignores the fact Eh bien, that Israel, premièrement, il ignore le fait qu'Israël, avec l'Occident, a financé beaucoup de ces groupes sunnites radicaux. Vous savez, Israël a soutenu le Hamas à hauteur d'au moins $1 milliard. D'abord, le terrorisme islamique sunnite radical
dirigée contre l'Occident, trouve son origine dans le fait que les États-Unis avaient des troupes en Arabie saoudite et envahissaient d'autres pays à travers le Moyen-Orient. C'était une réaction à nos propres actions, à ce que nous avons fait dès le départ. L'autre grand mensonge, c'est de dire que c'est l'Iran qui a répandu le terrorisme. C'est absolument faux. Je veux dire, c'est tout simplement faux, fondamentalement faux. Les chiffres ne le confirment pas. Il suffit de regarder le rapport annuel du département d'État, le dernier en date, le rapport sur le terrorisme par pays, pour l'année 2025. Ce que Bennett laisse entendre en réalité, c'est que sans les États-Unis, Israël ne pourrait pas poursuivre son génocide ni ses tactiques génocidaires contre d'autres peuples de la région. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à voir un vrai tournant dans l'opinion politique américaine à propos d'Israël. Israël n'est plus perçu comme un petit pays sympathique. Il est vu comme une maladie nocive dont l'Amérique doit se débarrasser. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'il dit qu'Israël n'a pas besoin du soutien des États-Unis. Mais jusqu'à présent, dans cette guerre avec l'Iran, qui se battait vraiment, Larry, Israël ne faisait rien. En gros, ils étaient engagés dans le sud du Liban à se défendre, parce qu'ils en sont incapables autrement. Et pourtant, on a l'impression qu'ils croient que la guerre a été menée par les Israéliens. C'est incroyable à quel point ils ignorent ce qui s'est passé, rien que ces 40 derniers jours. Oui, je sais. Donald Trump a été convaincu de faire ça par Bibi Netanyahou et le chef du Mossad. Vous savez, Trump a ignoré les conseils qu'il avait reçus de la CIA, de son propre état-major et aussi de J.D. Vance. Donc oui, à mon avis, plus les États-Unis prendront leur distance avec Israël, mieux ce sera. Je ne sais pas si on y arrivera bientôt, mais on peut toujours espérer. Oui. Larry, tu as mentionné que la guerre pourrait éclater dans 5 ou 6 jours, le week-end prochain, si je me souviens bien. Alors, comment ça va-t-il changer la position des États-Unis dans le Golfe Persique? Et en quoi ça pourrait-il aider, par exemple, un pays comme les Émirats arabes unis, qui ont décidé, oui, ils ont décidé, de quitter l'OPEP? L'autre coalition, qui s'occupe, je crois, des exportations de pétrole, je ne me souviens plus du nom exact, quelque chose comme OPEC ou un truc du genre. Et ils se retirent aussi des pays du CCG. Est-ce que tout ça va renforcer la position des États-Unis et celle des Émirats arabes unis dans le Golfe Persique? Non. En fait, je considère que les Émirats arabes unis ont commis une sorte de suicide politique et national en adoptant cette position. Vous savez, il y a eu des tensions entre l'Arabie saoudite et les Émiratis. Et franchement, je ne sais pas vraiment ce qui a provoqué tout ça. Mais vous savez, en Occident, on a tendance à voir ces États du Golfe comme s'ils étaient réels, comme s'ils reposaient sur une base politique solide, avec une raison d'exister naturelle, presque organique. Or, la réalité, c'est que ce sont des créations artificielles. Ce sont à l'origine des tribus qui se partageaient le contrôle de cette péninsule et qui aujourd'hui se sont recréées en nations comme les Émirats arabes unis. Les Émiratis ont un problème. Ils ne sont pas forcément d'accord entre eux sur la situation, mais les dirigeants actuels ont choisi de s'aligner sur Israël et sur les États-Unis. Franchement, c'est un très mauvais pari. Quand tout ça redeviendra militaire, c'est-à-dire quand les États-Unis recommenceront à bombarder l'Iran et que l'Iran ripostera avec ses missiles balistiques et ses drones, la base aérienne d'Al-Dafra, à mon avis, sera détruite. Pour l'instant, elle est encore intacte, mais je pense qu'elle sera détruite. Et je pense aussi qu'il y aura davantage de dégâts matériels à Dubaï. Donc pour l'instant, le fait qu'ils sortent de l'OPEP, franchement, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, ils n'exportent quasiment plus de pétrole. Autrement dit, ça ne pèse pas lourd.
The goal previously of OPEC was to try to control Avant, l'objectif de l'OPEP, c'était de contrôler le pétrole. L'idée, c'était d'assurer un prix stable et prévisible. Et vous savez, c'est, je crois, l'un des projets favoris de Scott Besson, essayer de faire éclater l'OPEP. Mais franchement, je pense que ça va se retourner contre lui, et de façon assez grave. Quand cette guerre redeviendra vraiment active, ça va affaiblir les Émirats arabes unis au point qu'ils pourraient même cesser d'exister comme pays. Parce qu'ils n'ont plus de revenus, plus d'argent, ils sont à sec. Ils doivent compter sur les États-Unis, en gros, sur des prêts américains, pour rester à flot. Ils espèrent une fin rapide de la guerre, pour pouvoir reprendre la production de pétrole. Mais, à mon avis, ça n'arrivera pas de sitôt. Je pense que ça va encore durer 2 ou 3 mois, au minimum. For 2 or 3 more months at least. Yeah. The other organization that they have left, Oui. institution, L'autre organisation qu'ils ont quittée, c'est l'OAPEC. Ça veut dire l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Ils ont quitté cette organisation aussi, parce qu'au fond, ils veulent être libres, on dirait. Et Larry, l'autre point qui a été évoqué plus tôt, hier ou avant-hier, c'est cette histoire de dauphins kamikazes utilisés par les Iraniens pour attaquer des navires. C'est quoi ça? Parce qu'on a entendu ça de la marine américaine. Ils disaient qu'ils ont un vrai programme militaire de dauphins depuis 60 ans. An actual military dolphin program for 60 years they were Yeah, talking. that Right was now- that was taken out of a game. Ça vient d'un jeu vidéo. Vous savez, c'est un peu comme le fantôme de Kiev, ce pilote de chasse dont on disait qu'il abattait tous les avions russes. En réalité, c'était un personnage tiré d'un jeu vidéo. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose avec ces dauphins explosifs. Franchement, PETA deviendrait folle si elle découvrait que l'armée américaine faisait exploser des dauphins. US military blowing up the dolphins. I don't know how they- Je ne sais pas comment ils font ça. Ça n'a aucun sens, when it comes to the surtout sur le plan operation. opérationnel. Are I doubt if you don't have memory of this, but in the set. Je doute que vous n'en ayez aucun souvenir, mais dans les années 70, il y avait une série télé très populaire qui s'appelait Flipper. Et Flipper, c'était l'histoire d'un dauphin. Enfin, c'était vraiment un dauphin. Toute une génération, la mienne, a grandi en chantant le générique. Vous voyez de quoi je parle. Donc oui, les dauphins explosifs, ça n'arrivera pas. Les Iraniens, eux, ont des drones explosifs. C'est un peu comme des dauphins, sauf qu'on n'a pas besoin de les nourrir, ni de s'inquiéter qu'ils meurent. Bon, ils peuvent tomber en panne, mais quand ils explosent, l'effet est le même. When they blow up, they'll have the same effect. Scott Bessent says that Scott Bessent dit qu'il prévoit une baisse des prix du pétrole d'ici 3 à 9 mois. within On dirait que... 3 to 9 Qu'est-ce que ça veut dire, months, Larry? it seems that- Voici ce qu'il a What déclaré. does that mean, Larry? Here is what he said. Let me play. Plus de pétrole sur le marché, c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Vous pensez que ça va aider à faire baisser les prix du pétrole. Les Émirats arabes unis n'ont plus besoin de suivre les quotas de l'OPEP, donc ils vont mettre davantage de pétrole sur le marché. Et ça, forcément, ça augmente l'offre et ça pousse les prix à la baisse. Vous pensez que les prix du pétrole seront plus bas avant les élections de mi-mandat? Oil prices will be lower before the midterm elections. I think oil prices, we can see in the futures Je pense que les prix du pétrole, on le voit sur le marché à terme. Les prix du pétrole sont déjà plus bas à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois. Mais encore une fois, Maria, il y a des centaines de pétroliers qui attendent dans le Golfe pour sortir. Les États-Unis ne bloquent que les navires iraniens. On verra bien. Je ne serais pas surpris qu'on voit davantage de ces navires prendre la mer. Les Iraniens, ça me fait penser un peu aux Keystone Cops, vous savez. Ça me rappelle aussi Baghdad Bob, à l'époque de la guerre en Irak. Le type racontait un peu n'importe quoi pendant que les chars roulaient derrière lui. Et les Iraniens, c'est un peu pareil. Ils ne font pas payer de péage sur le détroit. On pense qu'ils ont encaissé moins d'1 300 000 $, ce qui est dérisoire comparé à leurs revenus pétroliers quotidiens d'avant.
et leur infrastructure pétrolière commence à craquer. Elle n'a pas été entretenue, encore une fois, à cause de nos sanctions qui durent depuis des décennies. Leurs capacités de stockage se remplissent très vite, et quand elles seront pleines, ils vont devoir commencer à fermer des puits. D'après nous, ça pourrait arriver dès la semaine prochaine. God, he's a buffoon. I mean, he really. Mon Dieu, quel bouffon. Franchement, il est en train de se faire une réputation. Dès qu'il dit quelque chose, il suffit de prendre la position exactement inverse, parce que tout ce qu'il dit est faux. Ah oui, le marché à terme, le marché du papier. Soi-disant, le prix baisse déjà. Vraiment? Allez voir ce que le marché à terme disait le 28 février sur le prix du pétrole en juin. 85 $, c'est ça? Et le prix aujourd'hui? 140. Ce marché du papier, c'est du grand n'importe quoi. C'est de la manipulation pure et simple. Et c'est manipulé par des gens comme Bezan. Mais bon, les consommateurs, eux, ils savent ce qu'ils ressentent. Ils sentent la douleur, eux. Et je le vois ici dans ma propre ville en Floride. Le prix du pétrole, enfin de l'essence à la pompe, a augmenté de 50 centimes le gallon en 6 jours. 50 centimes le gallon. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, it's of pro smarter and small. En fait, je suis allé faire le plein samedi. J'ai rempli le réservoir. J'ai payé 3,96 $. Et hier, en repassant devant la station, j'ai vu le gars littéralement à genoux en train de changer le prix de 200. C'était passé à 3,98 $. Tout ça en 24 heures. Donc vous voyez, la tendance est à la hausse et ça ne va faire qu'empirer. Mais Bezan, lui, il a convaincu Trump que tout ce qu'il faut faire, c'est continuer à mettre la pression économique sur l'Iran. Selon lui, ils vont s'effondrer. Sauf qu'ils ne vont pas s'effondrer, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce qu'il lui dit et Trump le croit. Et quand ils se rendront compte dans 2 ou 3 semaines que ce n'est pas vrai, alors quoi? Ils devront négocier un accord avec l'Iran. Un accord qui corresponde aux conditions de l'Iran. C'est aussi simple que ça. Le New York Post a rapporté que c'est la fin du monde pour la Californie, avec l'arrivée à Long Beach du tout dernier baril de pétrole en provenance du Moyen-Orient. Et apparemment, la situation est encore plus grave en Californie, parce qu'ils ont un système de taxation un peu différent. C'est pour ça qu'ils subissent davantage, vous savez, ce genre d'augmentation dans le secteur du pétrole, du carburant, de l'essence. Oui. Enfin, il faut dire qu'une grande partie des revenus de l'État vient de la taxe sur l'essence. Et maintenant, tout à coup, les gens payent 8 $ le gallon. Je ne suis pas sûr du prix exact, mais je crois que c'est à peu près ça quand on prend en compte toutes les taxes. En Californie, pour les très riches, c'est juste une gêne, un petit désagrément. Mais ceux que ça touche vraiment, c'est la classe moyenne, surtout les gens qui vivent au jour le jour, d'un salaire à l'autre. Eux, ils n'ont pas de réserve. Ils n'ont pas 10 ou 50 000 $ qui dorment sur un compte en banque. Ils attendent que le salaire tombe et aussitôt, ils le dépensent. Et ça va faire qu'empirer. Ça va pas s'arranger. Et puis tu sais, Trump et Bezan vont courir partout. Je pense qu'au final, ce qui va se passer, c'est que Bezan va être tenu pour responsable. Trump va virer Bezan. Et tu verras, il y aura toute une série de licenciements. Bezan, Kash Patel, Pete Hegseth, ouais. Je ne sais pas. Peut-être que Tulsi Gabbard en fera partie. Pourquoi la virer? Elle ne compte pas. Oui, je veux dire, c'est une non-personne. Elle touche un salaire, il rédige des rapports que personne ne lit. Et elle garde le silence. Elle reste dans l'ombre. Donc tu vois, c'est vraiment une femme de nulle part.
Pour reprendre l'idée de la chanson des Beatles sur cet homme de nulle part qui vit dans un pays de nulle part. Eh bien voilà, c'est elle. C'est une femme de nulle part. That's her. She's a nowhere woman. Larry, l'Iran a mis à jour son plan en 14 points. En gros, les points du plan en 10 points sont repris dans cette nouvelle proposition, mais ils y ont ajouté quelques conditions préalables. En regardant cette nouvelle proposition, qu'en as-tu pensé? Eh bien, ils ont durci leur position. Au lieu d'être plus conciliants, voyez-vous, tout le principe du blocus économique et de la pression exercée sur l'Iran, c'est que, sous ce genre de pression, l'Iran se dise « c'est trop douloureux, on ne peut pas continuer comme ça, il faut changer de cap et devenir plus conciliant ». Mais ils ne deviennent pas plus conciliants. Je pense même qu'ils se sentent plus sûrs d'eux. En gros, ils se disent « tant pis pour les Américains ». Ah, vous voulez qu'on parle de l'enrichissement nucléaire? Eh bien, c'est hors de question. On n'en parlera pas tant qu'un accord de paix ne sera pas conclu. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'ils ont adopté une ligne beaucoup plus dure et qu'ils ne montrent aucune intention de faire la moindre concession. Franchement, je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Vous savez, je pense qu'en ce moment, ils sont en position de force pour tenir plus longtemps que les États-Unis. Ils peuvent commencer à conclure des accords bilatéraux. Par exemple, si le Japon a des navires bloqués dans le golfe Persique, eh bien, leur première étape sera de négocier avec l'Arabie saoudite et le Qatar. À mon avis, c'est par là qu'ils vont commencer. Ils ont déjà, en gros, le Qatar, donc maintenant, ils vont chercher à avoir les Saoudiens. Et une fois qu'ils auront les Saoudiens, tout à coup, ils diront « Très bien, on va faciliter le passage de vos produits par le détroit d'Ormuz. » Mais ils n'accorderont pas la même faveur aux Émirats arabes unis, ce qui va les rendre fous. Et c'est comme ça que dans ce cas précis, l'Iran va consolider sa position politique en s'imposant comme une véritable puissance régionale que les autres ne pourront plus se permettre d'ignorer. Je pense que tu as soulevé un point très juste et très important, Larry. L'Iran est aujourd'hui plus sûr de lui qu'il ne l'était avant le début de cette guerre. J'ai vu la même chose se produire avec la Russie. Ils ne voulaient pas de cette guerre. L'Iran non plus ne la voulait pas. Et les États-Unis les ont poussés dans une position où ils se sentent plus confiants, plus capables de riposter, de se défendre face aux États-Unis. C'est, à mon avis, le résultat de deux administrations, celle de Biden et celle de Trump, qui ont, d'une certaine manière, placé ces deux pays dans une meilleure position qu'avant, du point de vue de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Et franchement, en regardant aujourd'hui les médias iraniens, le gouvernement iranien, la façon dont ils s'expriment, on voit clairement qu'ils se sentent beaucoup, beaucoup plus sûrs d'eux qu'ils ne l'étaient avant le début de cette guerre. Yeah. You know, I call that I've told the elephant keeping. How do you keep an elephant tied up to a rope? And so when the baby elephant first comes into your control as a zookeeper, you put a heavy chain around their ankle, and they can't break loose. So they come to associate anything around their ankle as that heavy chain. On peut remplacer la chaîne par une simple corde. Mais dans sa tête, il se dit « J'ai quelque chose autour de la jambe, je ne peux pas m'échapper. » Jusqu'au jour où il découvre « Mais en fait, je peux me libérer. » Et puis, tout d'un coup, cette prise de conscience, je ne dépends plus d'eux. Et je pense qu'il y avait, à la fois en Russie avant le début de l'opération militaire spéciale et en Iran, toujours quelque part dans un coin de la tête, cette idée que, tu sais, on ne peut pas fonctionner ni vivre sans ce système économique contrôlé par les États-Unis. Donc il faut rester prudent, faire attention parce qu'ils peuvent vraiment nous mettre en difficulté.
Ils ne croyaient pas avoir d'alternative, tu vois? Et puis, une fois que les sanctions tombent, ils commencent à agir différemment. En fait, avec plus de liberté. Et là, ils découvrent qu'ils ont beaucoup plus d'options qu'ils ne le pensaient. Et c'est là que, selon moi, il n'y avait peut-être pas, quelque part dans les services de sécurité iraniens, un analyste qui aurait fait toute l'analyse en se disant « Eh bien, on peut prendre le contrôle de l'économie mondiale maintenant en contrôlant le détroit d'Ormuz. » Je ne crois pas que ça se soit passé comme ça. Vous savez, ils ont dit « Bon, bloquons-le ». Et puis ils ont commencé à se rendre compte « Oh là là, regardez ce qu'on provoque ». C'est bien plus important qu'ils ne l'avaient imaginé. Et maintenant, ils comprennent qu'ils ont un vrai contrôle de monopole ici. Et le mieux, c'est que tout ça échappe au droit international, parce que ce sont nos eaux territoriales. Vous savez, 12 000 au large, c'est leur territoire, et 12 000 depuis Oman. Donc il y a un petit chevauchement entre les zones omanaises. Il y a là-bas une zone neutre, revendiquée à la fois par Oman et par l'Iran. Mais maintenant, l'Iran s'est réveillé. Les autres pays doivent nous prendre au sérieux. Ils doivent nous écouter, et nos exigences vont être satisfaites. Vous savez, aujourd'hui, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que nous ne sommes pas en train de négocier sur le programme nucléaire. Oui, c'est ça. Ils ont retiré ça de la table. Eh bien, pourquoi pas? Ils disent, écoutez, c'est nous qui avons respecté le droit international. Nous avons signé le traité de non-prolifération. Nous avons accepté les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Vous ne demandez pas à Israël de faire tout ça. Mais nous, on l'a fait de notre plein gré. Et on continuera à le faire de notre plein gré. Et puis, vous voulez nous parler d'enrichissement? Très bien, mais alors parlons aussi du reste. Levons les sanctions. On en a besoin. Débloquez nos avoirs. Faisons-le. Mettez fin à cette attaque contre les Palestiniens. Ça doit cesser. Et ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est qu'Israël attaque avec des colons, des Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est. Des Palestiniens qui ont vécu là toute leur vie se font confisquer leurs maisons. Ce genre de choses, franchement, ça donne juste envie de mépriser les Israéliens. Ce sont, disons-le, une bande de voyous criminels. Leur comportement ne donne pas vraiment le droit d'être un pays. Larry, tu penses que les États-Unis construiraient une nouvelle base en Israël pour défendre le pays, compte tenu de ce qui s'est passé dans les pays du Golfe? Et Israël le demande en plus. Je ne pense pas. Trump voudrait peut-être le faire, mais je ne crois pas qu'il aura le soutien nécessaire. L'influence d'Israël sur le Congrès américain commence à s'affaiblir. Et de plus en plus dans les élections à venir, on voit apparaître des candidats comme le démocrate au Sénat, Platner, je crois que c'est son nom, qui a refusé de prendre le moindre financement de l'AIPAC. Donc ils se lèvent et disent clairement « Non, nous ne serons pas redevables à un gouvernement étranger. » Oui. Larry, tu sais, voilà, Tucker Carlson. Je ne sais pas si tu as vu l'interview qu'il a donnée au New York Times. Oui, j'ai tout regardé. Il a évoqué quelque chose que je trouve vraiment important à propos de Donald Trump, de l'atmosphère qui l'entourait et de la façon dont il a géré tout ça. Voici ce qu'il a dit. Des gens lâches, comme il y en a toujours. Et Trump suscite la lâcheté chez ceux qui l'entourent, par l'intimidation. Il a une sorte de pouvoir, quelque chose de fascinant. Je pense que c'est au sens propre comme un sortilège. Et l'effet, c'est d'affaiblir les gens autour de lui, de les rendre plus dociles, plus confus. Je l'ai vécu moi-même. Quand on passe une journée avec Trump, c'est un peu comme être dans un rêve. C'est comme fumer du hashish ou quelque chose du genre. C'est intriguant,
vraiment intriguant. Et il y a peut-être une dimension surnaturelle là-dedans. Je ne suis pas théologien, mais c'est réel. Et tous ceux qui ont passé du temps avec lui peuvent vous dire que c'est réel. Je pense qu'il souligne quelque chose de vraiment important à propos de la personnalité de Donald Trump. C'est cette idée que tout le chaos qu'il a créé, lui et son administration jusqu'à présent, eh bien, il faut en mettre la responsabilité sur lui, pas sur les autres autour de lui. Yeah, well, again, I don't. Oui, eh bien, encore une fois, Tucker n'est pas allé jusqu'à parler de l'état mental de Trump. Mais il n'y a pas besoin d'être médecin pour observer le comportement de Trump ces 3 derniers mois. C'est très instable. Et le fait est que, vous savez, Trump, avant, il insultait les gens, mais en général, il s'en prenait à ceux qui l'avaient attaqué. Alors que dernièrement, il s'est mis à s'en prendre à Candace Owens, Alex Jones, Tucker, Megyn Kelly, au pape, à Riley Gaines. La liste est longue. Et France, c'est plein d'haine. It's hateful. And it is, Et tout ça, c'est vraiment guidé par l'émotion, par des émotions qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas. Du coup, il s'est entouré de gens qui, en gros, vont dans son sens, qui acceptent ce qu'il veut faire. Je ne sais pas si l'article du New York Times, celui sur la décision d'aller en guerre en Irak ou en Iran, avait pour but de couvrir ceux qui disent aujourd'hui « Ah oui, on lui avait dit de ne pas le faire », ou peut-être de préparer les esprits à une transition à venir. Mais dans tout ça, la seule personne, dans son cabinet, le conseiller à la sécurité nationale, qui a pris la parole pour dire oui, il faut qu'on lance cette attaque, c'était Pete Hegseth. Tous les autres lui disent « Non, attends une minute, patron. C'est pas une si bonne idée. C'est, tu vois, assez risqué. » Du coup, ça prépare le terrain pour que Hegseth serve de bouc émissaire si les choses tournent mal. Et tu sais, Trump cherche toujours une victoire facile. Tant qu'il y a quelqu'un pour lui dire « Oui, on a ça, tu peux gagner là-dessus », il va y croire. Mais je pense que si ça repart, s'il relance les attaques contre l'Iran, les États-Unis vont subir des pertes bien plus graves que pendant les 5 premières semaines de la guerre. L'autre point évoqué pendant cette interview, c'est celui que la journaliste a soulevé en interrogeant Tucker Carlson sur le sionisme et sur ce qui se passe à Gaza et en Israël. Elle a dit quelque chose d'intéressant, que l'Holocauste en Europe avait commencé par la déshumanisation du peuple juif, avant qu'on commence à les tuer. Et d'une certaine manière, quand on regarde Israël aujourd'hui, on se souvient du ministre de la Défense israélien, celui qui n'est plus au gouvernement en ce moment. Il avait dit « ce sont des animaux humains ». Et ce n'est pas seulement lui, c'est le cas pour beaucoup d'autres. La déshumanisation est en train de se reproduire. D'accord. En fait, cet intervieweur du New York Times essayait de dire que Tucker était antisémite parce qu'il avait donné la parole à des gens comme Nick Fuentes. Et donc, selon lui, en leur permettant d'exprimer leurs opinions sur Israël, Tucker devenait complice et soutien de l'antisémitisme. Tucker a répondu à ça, et à juste titre. Il a dit en gros, « Je suis d'accord avec votre idée de base, que quand des gens commencent à déshumaniser ou à mépriser d'autres groupes, à les considérer comme inférieurs, pas vraiment humains, pas dignes de respect, c'est inacceptable. » Il a ajouté, « Quand Nick Fuentes est venu dans mon émission et qu'il a tenu des propos antisémites, j'ai réagi, je l'ai contredit. Donc, dit-il, je n'ai pas approuvé ses propos. » Mais il ajoute ensuite, « Aujourd'hui, Israël fait exactement la même chose avec Amalek, en parlant des Palestiniens comme s'ils étaient sous-humains. » Et on voit que la liste des crimes commis par Israël, en ce qui concerne leur comportement envers les chrétiens,
ne cesse de s'allonger. La semaine dernière, un colon a surgi derrière une religieuse française, l'a poussée violemment au sol. Elle s'est cognée la tête, elle a été grièvement blessée. On parle d'églises incendiées, d'églises détruites, d'icônes chrétiennes profanées. Tout ça, c'est Israël qui le fait. Il mène une croisade anti-chrétienne. Et maintenant, quand des gens réagissent, ils se mettent à crier « Victime, je suis encore une victime, on m'attaque parce que je suis juif ». Vous voyez tout ce discours absurde, alors qu'en réalité, ce sont eux qui alimentent et encouragent tout ça. Et je pense que c'est évident. Cette journaliste du New York Times, elle est juive, explique que Tucker serait responsable d'attiser l'antisémitisme. Et il a évoqué quelque chose à propos de Ted Cruz, en disant que Ted Cruz est responsable. Oui. Comment peut-on ne pas voir ce qui se passe avec Ted Cruz et tous les dégâts qu'il est en train de causer? Comment est-ce possible? Oui, c'était assez intéressant. Encore une fois, Tucker a clairement des opinions très tranchées sur Ted Cruz. Et tu sais, Cruz, lui, il aimerait vraiment, j'en suis sûr, devenir président s'il le pouvait. Mais je ne sais pas s'il en a le droit. Inadis. Oui, il est canadien. Il a été naturalisé, donc c'est pas un citoyen de naissance. Du coup, je ne pense pas qu'il le puisse. Vous savez, il s'est présenté à la présidence, mais je ne crois pas qu'il ait le droit, constitutionnellement, d'entrer en fonction. Merci, Larry. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui, on verra bien ce qui se passe cette semaine. D'ici à ce que vous, le colonel Wilkerson et moi, on se retrouve vendredi, on sera peut-être de nouveau en plein dans l'action. Oui, d'accord. Maintenant, garde cette chemise pour journée. Nous ne lève pas de suite. Porteras que soir. Très bien, Igor. Très bien, merci. Et merci, Larry. À bientôt. Au revoir.